Bonjour à tous et bienvenue à bord de ce vol Air France KLM en direction du cloud. Donc je suis Caroline, je serai votre pilote au cours de ce voyage. Je devais être initialement accompagnée de mon autre collègue Amine, mais malheureusement pour des contraintes personnelles, il ne pourra pas venir nous voir. Alors un petit agenda. Très rapide. Donc on aura une phase de montée avec une présentation du groupe et de l'IT. Il faut bien passer par là. Une phase de croisière, on va faire un petit retour dans le passé pour mieux aller vers l'avenir. Ensuite, si on a le temps, on finira notre descente par une démo. Et puis après une petite surprise pour le roulage pour arriver à bon port. Alors, le groupe Air France KLM, je ne vais pas vous le présenter. Le site institutionnel le fera beaucoup mieux que moi. Donc, n'hésitez pas. Voilà, on a une compagnie qui est plus que centenaire avec KLM et nous, on atteindra dans quelques années notre centenaire. Alors, l'IT. Alors, je suis obligée de passer par là pour vous expliquer un petit peu le challenge qu'on a derrière toute cette migration vers le cloud. Mais Air France KLM, c'est 2500 applications métiers, dont 500 dites opérationnelles, c'est-à-dire qu'elles peuvent arrêter un vol. Sur ces 2500 applications, aujourd'hui, elles sont sur des systèmes hétérogènes. Il faut bien voir qu'on est un agglomérat de différentes compagnies. Donc, on peut avoir du Linux, du Windows. Enfin, voilà, les slides sont aussi clairs que mes paroles. Ces applis, elles sont hébergées sur 3 data centers. Et aujourd'hui, notre programme Move to Cloud va nous emmener dans un cloud privé et sur 2 clouds publics, à savoir GCP et Azure. Tout cela est maintenu par 2500 développeurs et un peu plus de 1000 ops. Le tout, bien entendu, vu qu'on fait de l'opérationnel en H24 7/7. Maintenant qu'on est en phase de croisière, je vais vous présenter un petit peu la forge que l'on avait créée à l'époque pour les équipes de dev. Donc, les slides sont d'origine. Donc à l'époque, il faut voir qu'on faisait du Java avec du Maven. Enfin bref, on ne va pas rentrer trop dans la technique. Mais l'idée, c'était vraiment de fournir aux équipes de dev une structure CI/CD qui permettait, en partant d'un pipeline bambou, du développement, du build, donc de la construction du binaire, jusqu'au déploiement sur l'environnement de développement. On s'arrêtait là au tout début. Les années passant, on a montré la performance de cette chaîne et aujourd'hui, on peut déployer directement en prod à partir de cette même chaîne. Modulo, tout ce qui concerne la partie change management, il y a quand même du réglementaire derrière. Par contre, il restait un petit point noir, c'était tout ce qui est provisionnement de serveurs. Ça restait, du point de vue des devs, très manuel. C'est-à-dire, en gros, il fallait faire une réunion de lancement, remplir un fichier Excel, donner à peu près les infos des besoins serveurs. Et derrière, nos collègues Ops nous disaient, voilà, à telle date, vous aurez votre serveur de dev, de recettes, de qualif ou de prod. Maintenant, passons sur la partie cloud. En 2020, le projet Move to Cloud a été lancé. Et celui-ci, c'était vraiment un nouveau challenge avec des besoins qui ont été spécifiés dès le départ. Alors quand on dit spécifié, c'est-à-dire qu'il fallait prendre en compte notre fameux écosystème qui était hétérogène, un portefeuille d'applicatifs, les 2500 applications métiers à prendre en compte, des typologies multiples, des connaissances autant Ops que Dev qui n'étaient pas au même niveau. On voulait aussi, si on pouvait, être le moins adhérent aux futurs cloud providers. Tout ça en gardant une qualité de service optimum, voire l'améliorer, accélérer le time to market, parce que derrière l'IT, c'est quand même nos métiers, ce sont nos clients. Et enfin, fournir un catalogue de services qui nous permettent, en gros, d'utiliser toutes les opportunités pour fournir ces fameuses applications à nos business. Alors tout cela, ça a été fait en fonction de la stratégie d'entreprise. Et cette stratégie,
Elle nous a imposé d'uniformiser nos SI entre AF et KLM. Si besoin, l'utilisation de nouveaux outils et la création de nouveaux process, le tout en accompagnant une conduite de changement, une montée en compétences, une réorganisation. Mais tout ça, c'était à la fois une opportunité et un challenge pour les équipes IT. Maintenant qu'on a posé tout ça, on va faire notre première escale, et c'est ce qu'on a appelé, nous, Automation 1.0. Alors, Automation 1.0, l'idée, c'était déjà d'adopter le postulat You build it, you run it. Nos ops nous offraient un catalogue de services pour gérer nos infrastructures et surtout, et avant tout, viser une simplicité d'usage. Alors, comment ça se traduit? Un petit schéma tout simple. Donc, à gauche, vous avez le développeur. Celui-ci, via un service de CMDB, pouvait, via un formulaire que je vais vous montrer dans 2 secondes, remplir sa demande. Ça lançait des playbooks Ansible, derrière qui laissaient lancer eux-mêmes des GitHub, et ces GitHub lançaient des Terraform. Bon, la chaîne est un peu complexe, mais on va voir, c'était pas si compliqué que ça. Comment ça se traduisait? Voilà, je me retrouvais avec un formulaire de ce type. Je rentrais l'ensemble de mes informations pour avoir ma base Postgre. Et soit j'avais de la chance, et à ce moment-là, j'avais tout vert, soit j'avais pas de chance, j'avais juste votre formulaire n'a pas été accepté. Et donc, il fallait que je fasse une demande de ticket pour savoir pourquoi ça s'était pas bien passé. Donc, cette première version, bon, elle n'était pas satisfaisante pour les équipes de dev. On était encore avec des chaînes trop complexes, des actions manuelles, devoir appeler le service desk si on n'arrivait pas à obtenir notre service, un time market encore long, et surtout, le provisioning était à la main des devs. Par contre, tout ce qui était LCM des services restait à la main des ops. Donc on n'était pas encore tout à fait à l'objectif. C'est pour ça qu'on a créé Automation 2.0. Et donc l'idée d'Automation 2.0, c'est avec cette expérience d'Automation 1.0, c'était d'essayer de continuer à abstraire sans complexifier, simplifier toujours ces cycles de vie qui vont de plus en plus vite, unifier notre expérience, responsabiliser autant les équipes Ops, mais surtout les équipes Dev, puisque maintenant on leur dit You build it, you run it, continuer à maintenir la sécurité, accélérer la livraison. Et un point dont je ne parlerai que juste là, c'est le FinOps. Tout ce qui concerne l'infrastructure, elle est gouvernée en priorité par la FinOps. Mais j'en parlerai pas plus. C'est tout un sujet qui peut prendre quelques heures. Alors, comment ça se passe à l'intérieur de Automation 2.0 ? Vous allez trouver d'abord un espace de travail qui va se traduire par un repository GitHub de management. Donc celui-ci, il va être fourni dès qu'une équipe, une product team, demande une nouvelle landing zone. Alors ce que nous on appelle une landing zone, ça peut être aussi appelé un SPOC. Donc dès que le développeur va demander cette landing zone, il va recevoir cette partie et derrière, cet espace de management va gérer en fait tout ce qui est gouvernance, tout ce qui est routage, tout ce qui va permettre en fait aux développeurs d'accrocher la landing zone avec des applications. C'est un centre de Canva qui va se créer. En général, on y touche 2 ou 3 fois par an. On n'y touche pas. C'est vraiment pas quelque chose qui bouge énormément. Une fois qu'on a ça, on arrive vraiment dans le cœur de l'infra as code. C'est via ce repository d'infrastructure que l'équipe de dev va pouvoir automatiser la création de ces environnements. Donc quand on dit création de ces environnements, ça va être autant pouvoir provisionner une base Postgre, mettre en place son app gateway, gérer des DNS, provisionner un cluster AKS. Le tout, à chaque fois, est accompagné d'une documentation. Alors ce matin, on en parlait de la documentation. C'est effectivement assez compliqué
à maintenir, mais si on veut que les équipes dev puissent utiliser au mieux les services, il faut que ces documentations soient à jour. Et même si elles ont un tag ancien, bien rappeler qu'elles sont toujours d'actualité, ou alors les supprimer si elles ne sont plus d'actualité. Alors, un petit teasing sur la démo. Là, en fait, vous allez avoir à gauche justement la création d'un SPOC, donc ce qu'on appelle une landing zone config. Donc ça va se trouver dans le fameux infrastructure management. Et de l'autre côté, vous allez avoir la création d'un app service plan. Donc simplement un Terraform. Alors, pour les équipes de dev, voilà un peu comment ça se traduit. Je ne sais pas si vous vous rappelez le premier schéma où on avait juste la CI/CD pour la forge, pour le déploiement applicatif. Là, on voit que finalement, au sein des outils qui sont fournis pour les équipes de dev, en fait, il ne va ne voir que GitHub. Il va apprendre un peu de Terraform, certes, pour comprendre un petit peu comment ça se passe, mais derrière, il ne va avoir qu'un seul outil, GitHub, avec des workflows. Donc voilà, derrière, ça va être quelque chose qui va permettre aux équipes de dev d'être le plus autonome possible. Qui dit service, dit aussi évolution de service. Alors ça, on m'appelle Madame LCM à Air France. En fait, c'est quelque chose qui est vraiment de très très important. À chaque fois qu'on a un service, il faut bien prendre en compte que celui-ci va évoluer. Et donc, il faut vraiment prendre en compte tous les impacts. Donc, aujourd'hui, lorsqu'un service, on va dire un service Postgre, une app gateway évolue, nos collègues Ops vont d'abord analyser l'impact de cette évolution, mettre à jour les composants, les terraforms, tous les fichiers que nous, équipe de dev, on va utiliser pour provisionner le service ou l'upgrader. Ils vont réaliser une recette technique. Ensuite, on va avoir une recette end-to-end qui est faite par mes collègues. En fait, moi, je fais partie d'une équipe de support au dev qui va du design applicatif à la mise en prod. Donc, on est vraiment là pour valider que nos collègues dev ne vont pas tomber sur une erreur, un test mal fini ou quelque chose comme ça. Donc vraiment qu'ils puissent utiliser le service en toute confiance. Une fois que ces tests sont réalisés, on va faire la promotion auprès des équipes produits, donc pour leur annoncer qu'effectivement il y a une évolution, qu'ils doivent les prendre en compte au sein de leur propre roadmap, et enfin la mettre en place au cours de l'intégration de l'évolution de leur plateforme. Alors, j'espère que je ne vous ai pas totalement endormi. Ça va être l'heure de la démo. Alors, je ne ferai pas de démo en live parce que c'est un petit peu trop, on va dire, savon noir. Donc là, je vais vraiment la faire J'ai fait un enregistrement. Donc, on va déjà commencer par faire un petit tour au niveau... Ah oui, alors là par contre... Voilà. Là, c'est sans filet. Alors, cette partie-là, justement, c'est à chaque fois qu'un développeur crée une nouvelle landing zone, il va recevoir deux repositories, donc ce qu'on appelle la LZ Management et la LZ Infra. Et dans la LZ Infra, il va retrouver ce squelette qui va lui être systématiquement fourni. Donc dans ce squelette, on va trouver, comme je vous disais tout à l'heure, des informations pour configurer son app gateway, une partie pour gérer les certificats, les DNS, et une partie qui nous intéresse le plus, c'est celle-ci, les shared services. Donc les shared services, au sein de ce répertoire, il va mettre tous les fichiers Terraform qui vont lui permettre de faire le provisioning de tous les services communs à la landing zone. Donc ici, on verra un peu comment on va le faire pour créer une base Postgre. Alors, deux petites exceptions ici. On va trouver ACR et AKS, donc ACR pour Azure Container Registry et AKS pour Azure Kubernetes Service. Et ces deux-là vont avoir des cycles de vie différents et des workspaces Terraform différents.
c'est notre plateforme Ops qui en a dessiné ainsi, parce que la gestion du cycle de vie est un peu plus compliquée, les workspaces sont un petit peu plus complexes que pour ceux que nous avons pour les shared services. Donc, une fois que l'on a ce shared service, on va aller voir un véritable exemple, celui qu'on va provisionner. Alors, donc ici, on va se retrouver avec un exemple que j'ai déployé sur notre infra de non-prod. Donc on retrouve, ici, notre infra avec alors, un petit peu plus complexe, on voit qu'elle a été un peu étoffée. Là, on a AKS01, AKS02 parce qu'on a déjà fait des upgrades de cluster. Chez AFKLM, on ne fait pas d'upgrade in place. Pour l'instant, on ne fait que des upgrades en blue-green. Donc, on fait des switches de cluster. Et on va trouver ici notre shared service. Et dans ce shared service, on va trouver différentes informations. Et entre autres, on va mettre, par exemple, la définition de notre base Postgre. Donc on retrouve un fichier Terraform on ne peut plus classique dans lequel on va simplement lui indiquer la taille, le compute, la taille de stockage, le nom de l'application. Petit teasing ici des infos, sysops. Donc ça, c'est vraiment des informations qui vont remonter dans la CMDB et vous verrez que dans la démo que ça a son importance. Tout ça, donc j'ai créé mon petit Postgre et ici, nous avons tous les workflows qui sont mis à disposition. Et on va retrouver, entre autres, le fameux workflow, quand ça veut bien, le workflow qui va nous permettre de créer les workspaces Terraform. Et ici, on va retrouver ici l'infra Terraform Deploy. Donc celui-ci, c'est vraiment le GitHub Workflow générique qui va permettre de déployer toutes les infrastructures au sein du cluster. Maintenant qu'on a vu ça, la démo en live. Alors, il faut juste que je retrouve ma souris. Alors, une raison aussi pour laquelle je n'ai pas fait la démo en live, c'est que pour faire toutes ces actions, il faut environ 17 minutes. Alors, c'est pas beaucoup pour créer une base Postgre, mais c'était trop court pour la session. Donc déjà, voilà, on a un workspace Terraform qui ne contient que 2 AKS et un ACR, rien d'autre. Donc on va lancer notre GitHub Action. On va choisir notre Terraform. Dans le run, on va lui dire je veux déployer sur un app service, je veux déployer mon shared service et ensuite je lance l'action. Donc pour l'instant, ça va prendre un peu de temps. On va avoir un petit break avec une transition pour éviter de vous faire patienter trop longtemps. Donc on est quasiment 3 minutes plus tard. On voit encore que c'est en train de tourner. Et d'ici 10 secondes, on devrait avoir notre fameux Workspace Shared Service, à l'intérieur duquel je vais pouvoir créer mes nouveaux services. Donc voilà, maintenant il est créé. Et si je retourne dans les workspaces Terraform, je vois maintenant mon service, shared service, qui existe et qui va me permettre de créer mon nouveau Postgre. Donc là, pour le coup, je vais retourner
dans ma landing zone infra qui m'appartient, je vais d'abord, parce qu'on fait ça intelligemment, je vais d'abord créer un plane. J'ai créé mon fichier Terraform, mais je vais quand même vérifier que ce que j'ai fait ne va pas casser l'infrastructure qui est en cours. Parce que là, on le fait en non-prod, donc si on casse l'infrastructure, c'est pas trop gênant. Par contre, si on le fait en prod, on risque d'avoir quelques soucis, puisque ces landing zones sont partagées, et je risque d'avoir au sein de mon équipe des gens qui vont pas être très contents. Pourquoi tu m'as cassé ma base de données? Pourquoi tu m'as cassé mon application? Alors, ce que vous voyez ici, c'est qu'on a essayé de faire quelque chose qui soit le plus standard possible. Donc, vous avez autant du provisioning ici pour Azure que du provisioning pour GCP. Donc là, on a quasiment fini. Voilà, j'ai réussi à faire mon plane. Donc, je suis assez confiante pour pouvoir aller faire mon apply et provisionner enfin ma base de données. Bon, c'est toujours très verbeux, Terraform, hein. Il faut savoir le lire. Alors là, avant de faire le play, je vais vous montrer que voilà, j'ai rien inventé. Il n'y avait pas de shared service, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de base Postgre. Donc maintenant, je vais lancer mon apply. Et on est reparti. Alors ça, en général, ça prend une dizaine de minutes quand on fait vraiment pour une base Postgre. Et pendant que c'est en train de se construire, ici, en fait, vous avez peut-être remarqué qu'il y a une deuxième action ici. Et en fait, cette action, aujourd'hui, elle n'est pas bloquante chez nous, mais elle pourrait le devenir. C'est juste un contrôle de cohérence via notre CMDB. C'est-à-dire que si vous essayez de provisionner un service pour une application qui n'est pas reconnue dans notre CMDB, vous ne pourrez pas la créer. Donc pour l'instant, c'est un warning. Donc ça vous mettra un rouge en vous indiquant que c'est bien, mais l'app service n'existe pas et donc il n'est pas géré par les équipes de structure. Et donc il faut absolument faire quelque chose de correct. On essaye vraiment d'avoir autant le FinOps que des CMDB qui soient à jour avec de l'auto-discovery. Alors l'auto-discovery, c'est souvent du naming, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux. Donc là, mon Terraform est terminé. Et si je vais aller sur mon portail Azure, je vais voir apparaître ma base de données. Ça prend un peu de temps. Donc voilà, j'ai ma base de données qui est prête. Et donc je vais pouvoir créer des data sources pour mes applications. Alors, revenons à la démo. Donc, alors ce slide-là, on devait le faire avec mon collègue, un peu en mode Ops versus Dev. Donc j'ai gardé les slides parce il est vraiment intéressant. Par contre, je vais le reformuler un petit peu. Franchement, l'automation 2.0, d'un point de vue des devs, c'est vraiment une opportunité. C'est vraiment nous donner la main les clés des camions pour pouvoir créer nos environnements comme on a envie, à la vitesse où on en a envie, en fonction des besoins de nos métiers. Parce qu'aujourd'hui, un métier, il a du mal à comprendre qu'il faille 1 mois pour provisionner une machine. Donc vraiment, l'automation 2.0, ça nous donne beaucoup plus de liberté autour de ça. Par contre, ça a quand même un contre-coup, c'est la courbe d'apprentissage. Au sein de nos équipes de dev, tout le monde n'a pas la fibre Ops, donc il a fallu trouver au sein de nos équipes des gens qui ont un peu plus cette fibre et qui veulent bien se lancer dans le jeu. On essaye quand même que tous nos devs soient un peu comprennent ce qu'ils font, mais voilà, il y aura toujours quelqu'un qui aura un petit peu plus la fibre Ops que d'autres.
c'est aussi une responsabilité. On ne fait pas n'importe quoi avec un environnement, même de non-prod. Par contre, c'est une réelle collaboration avec nos collègues Ops. On a toujours eu un peu des silos, parce que voilà, c'est Dev versus Ops. Là, vraiment, il y a une collaboration qui s'établit entre nos deux mondes. Alors, ce que me disait mon collègue, c'est que pour les Ops, par contre, c'était aussi une sorte de perte de contrôle. Avant, ils avaient leur machine, c'est un petit peu animal de compagnie et bétail, c'était leur machine. C'était eux qui avaient la main dessus. Là, ce n'est plus tout à fait vrai, puisque aujourd'hui, si je crée un cluster Kubernetes, je vais pouvoir, dans l'absolu, mettre un petit peu ce que je veux. Si j'ai envie d'installer un KEDA, rien ne m'en empêche. Alors, Automation 2.0, vu qu'on arrive maintenant en toucher pour notre destination finale, est-ce que c'est vraiment une destination finale? En fait, non. Non, parce que les Ops, en fait, quand ils ont créé Automation 2.0, ils l'ont créé un peu comme un produit et non plus comme un service. Je fournis un environnement. Ils l'ont vraiment vu comme un produit, et qui dit produit dit amélioration continue, dit évolution permanente, dit aussi mise à disposition de nouveaux services. Aujourd'hui, nous, côté dev, on a un portefeuille qui est déjà assez conséquent, mais on sait que, par exemple, on voudrait peut-être avoir des clusters un peu plus ultra managés, parce qu'AKS, quelquefois, c'est un peu trop compliqué. Et ça ne sert pas, voilà, on n'en a pas vraiment besoin. Donc voilà, ils continuent en fonction de nos demandes à faire évoluer les services, ou ils nous proposent eux-mêmes des services en nous disant, ben voilà, on a ça, est-ce que ça vous tente, est-ce qu'on voulait qu'on lance l'étude, est-ce qu'on industrialise tout ça. Donc voilà, c'est vraiment, de mon point de vue, peut-être que demain, dans un an, je pourrais revenir faire une conf en vous parlant d'Automation 3.0. Qui sait? Je vous remercie beaucoup. Si vous voulez nous contacter, c'est LinkedIn. Et n'hésitez pas à voter. S'il y a une question, on peut prendre une question. Et je ferai mon sport du jour. Ah bah même pas. Même pas. Merci beaucoup. Tu m'évites un déplacement. Bonjour, merci pour la presse. Il me semble avoir vu dans vos fichiers de code source que vous aviez des ressources custom pour créer la liaison. Ça veut dire que vous avez un opérateur qui va bootstrapper. Du coup, vous utilisez quoi, un opérateur perso ou... Alors ça, c'est la partie Ops. Donc pour le coup, je pense que c'est quelque chose de totalement perso. On se base sur les API, sur des Terraform, vraiment du Azure RM ou des choses comme ça. Mais derrière, on a nos propres custos. On rajoute toujours. Je vais donner l'exemple de Postgre. Aujourd'hui, si Azure est capable de nous fournir un Postgre 18, nous, dev, on ne pourra pas le faire. Parce qu'il y aura des couches qui auront été mises entre les deux. Alors, Postgre 18, c'est l'année prochaine, mais voilà, ils vont quand même vérifier, nos DBA vont déjà vérifier la qualité de l'élément avant de nous le mettre à disposition. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une question? Ah, hop. Bonjour. 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 Je voulais vous demander, vous avez parlé que vous aviez plusieurs destinations, le cloud public et aussi le cloud privé. Qu'est-ce que vous mettez à disposition en termes de services avec cette chaîne d'automatisation 2.0 dans le cloud privé? Alors, pour l'instant, le cloud privé, c'est encore très... Alors, il faut voir que la politique de Air France KLM, c'est d'abord d'utiliser nos clouds publics. Le cloud privé restera vraiment quelque chose qui est dédié aux solutions qu'on ne peut pas maintenir, qu'on ne peut pas déployer sur Azure ou sur GCP. Donc, ça va vraiment être de la custom pure et dure, ça va être de la VM, ça va pas forcément... On n'est pas à créer un Kubernetes, par exemple, sur le cloud privé. Ce n'est pas l'objectif pour l'instant. Peut-être que ça le deviendra, mais aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un feedback sur l'open feedback pour que Caroline sache un petit peu comment ça s'est passé. Et puis, n'hésitez pas après à venir lui poser des questions si vous en avez encore. Merci encore, Caroline. Merci. Merci à tous.